Le journal de 7 heures sur Europe 1, c'est son grand retour. Bonjour Christophe Lamar. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Il vous est peut-être arrivé d'aller cueillir des abricots, des fraises chez les producteurs, sans parler des vendanges, des moments de partage, de souvenirs. Eh bien tout ça, ça appartient au passé. Après l'hôtellerie-restauration, les agriculteurs sont touchés à leur tour par la pénurie de saisonniers. Au moins 15 000 ont disparu des listings selon le syndicat Légumes de France. Faute de bras, certaines exploitations en sont réduites à détruire leur production. Reportage à Dorlisheim, près de Strasbourg, Mélina Fachin. C'est le cœur lourd que Pierre Maurer, producteur de légumes, accepte de nous emmener dans l'une de ses parcelles asséchées, laissées à l'abandon. Là, on est sur le champ d'asperges qui a été éliminé 3 semaines trop tôt, parce qu'on n'a pas assez de main-d'œuvre pour les ramasser. Mais moi, je ne peux pas rester là parce que j'en suis malade. Cette année, faute de saisonniers, il est obligé de laisser presque un tiers de sa production d'asperges pourrir sur place. On pourrait vendre par moment jusqu'au double, mais malheureusement, il n'y a pas assez de bras. Cette pénurie de main-d'œuvre, elle est très simple, 3% de chômage dans le secteur, et donc on ne trouve pas localement. Et après, pour faire venir de la main-d'œuvre étrangère, il faut les loger. C'est des bons salaires, mais bon, il faut être là tous les jours. Des gens qui veulent travailler le samedi, localement, vous ne trouvez plus personne. On a tous les jours des gens qui viennent, mais oui, on a besoin de travail, et le lendemain, ils ne se présentent pas. Là, aujourd'hui, à ce jour-là, j'en ferai au minimum 40 de plus si je les avais. Pour tenter de limiter les dégâts, Pierre Maurer autorise la cueillette en libre service dans ses champs, mais cela est loin d'être suffisant pour écouler toute sa production. Dorlisheim, Mélina Fachin, Europe 1. La réforme des retraites, le groupe Liot espérait bien écrire un nouvel acte à l'Assemblée avec sa proposition de loi. C'était sans compter sur un nouveau coup de théâtre. La Commission des affaires sociales a rejeté l'article 1 proposant l'abrogation du report de l'âge légal à 64 ans. Le reste du texte a été validé, mais sans cet article clé, il se retrouve vidé de sa substance. La NUPES a tout tenté en déposant des centaines d'amendements, procédure bloquée par la présidente de la Commission des affaires sociales, de quoi provoquer la colère de la chef de file du groupe La France Insoumise, Mathilde Panot. Avant de revenir sur à quel point la Macronie est en dérive mafieuse, et je pèse mes mots, sur la manière dont on essaye de nous empêcher de discuter une loi avec un loto autoritaire, 49.3, 47.1, 44.2, 44.3 et maintenant article 40 que vous sortez du chapeau. Nous sommes plusieurs groupes de la NUPES à demander à ce qu'on active l'article 44 du règlement sur un certain nombre de scrutins parce qu'il est hors de question que vous nous empêchiez de voter sur 2 heures de vie volée sans que ces scrutins soient publics. Très bien, merci Madame la Présidente. Nous avons demandé un certain nombre de scrutins. Vous ne le ferez pas en catimini. Mathilde Panot hier à l'Assemblée, réaction immédiate de la majorité. La présidente du groupe Renaissance, Aurore Berger, estime que le droit a été respecté. Ils accusent la présidente de la Commission des affaires sociales qui répond tout simplement strictement par le droit à toutes les manœuvres et à toutes les manigances que la NUPES a essayé de mettre en place avec le dépôt au dernier moment de centaines et de centaines de sous-amendements. Elle s'est fondée sur une décision du Conseil constitutionnel qui a considéré quand il y avait de manière manifeste une volonté d'obstruction par dépôt de sous-amendements, eh bien le Sénat avait eu raison de ne pas faire examiner ces sous-amendements. Propos recueillis par Alexis de La Fontaine. Le camp présidentiel traverse décidément une période agitée. C'est compliqué à l'Assemblée, on vient de l'entendre. Ça n'est pas beaucoup plus simple au sein même du gouvernement. Je reste Elisabeth Borne ce matin dans Ouest France. La Première ministre n'a pas l'intention de céder sa place. Elle relativise le différend qui l'oppose au président Emmanuel Macron après ses propos sur le Rassemblement national et Pétain. Il m'a assuré de sa confiance, dit-elle. Il n'empêche, Arthur Delaborde, la chef du gouvernement apparaît fragilisée. Oui, Elisabeth Borne avait déjà du mal à tenir ses troupes et la dernière humiliation en Conseil des ministres va encore l'affaiblir, estime un pilier de la Macronie. Il n'y a plus vraiment de cadre, les cafouillages se multiplient. Les 100 jours et l'incertitude qui en découle poussent les ministres à jouer leur carte personnelle, résume un poids lourd du gouvernement. Dernière illustration en date, le couac sur la fusion entre la carte d'identité et la carte vitale. Le ministre des Comptes publics, Gabriel Attal, l'a annoncé en début de semaine, provoquant immédiatement la colère de son collègue de l'Intérieur, Gérald Darmanin, dont l'entourage assure qu'il n'avait pas été mis au courant. Pour remettre de l'ordre, de nombreux cadres du camp présidentiel plaident pour un départ d'Elisabeth Borne après le 14 juillet ou après les sénatoriales fin septembre. Mais d'autres pensent qu'elle va malgré tout rester à Matignon. Si le président humilie sa première ministre, ça veut dire qu'il va la garder, prédit un conseiller de l'exécutif. Arthur Delaborde du service politique d'Europe 1. Alors tension au sommet de l'exécutif, incertitude autour du sort de la loi Liot. Je vous rappelle Yaël Braun-Pivet, la présidente
flottante de l'Assemblée nationale sera à 8h15 l'invité d'Europe 1 matin, 7h05. Comment éviter que la situation ne dégénère à Mayotte face à l'ampleur de l'immigration illégale? 2 députés du groupe Lyotte réclament de répartir les mineurs étrangers d'origine comorienne sur tout le territoire national. Rapport présenté hier en commission à l'Assemblée. Et on entendra Estelle Youssoufa, l'auteur une des 2 auteurs de ce rapport plus avant dans la matinale. Europe 1, radio officielle de Roland Garros. Vous le savez, le tennis français a vécu hier une journée absolument cauchemardesque. Ils étaient 6 engagés. Aucun n'a franchi le cap du 2e tour. Une Bérésina à laquelle s'est venu s'ajouter le forfait de Gaël Monfils. Le Parisien s'est blessé au poignet. Il ne défendra pas ses chances ce soir face au Danois Holger Rune. Allez, dans le Rhône maintenant, la colère et le désarroi des maires de 130 communes face à l'explosion de leur facture d'électricité. Entre 250 et 900% d'augmentation en un an, conséquence d'une renégociation groupée effectuée auprès d'EDF en pleine crise énergétique. Pour tenir le budget de leur ville, certains élus menacent tout simplement de ne pas payer leurs factures. Reportage Jean-Luc Boujon. Morgane Griffon est le maire de Saint-Pierre-la-Palue, à l'ouest de Lyon. Il y a un mois, il reçoit la facture d'EDF pour l'école de la commune et il est estomaqué. Le montant est tout simplement multiplié par 10. On passe de 4 500 € à 40 310 € exactement. Là, j'estime qu'il y a un vrai problème. Je ne peux pas imaginer qu'on ait de l'argent public qui vienne financer une spéculation sur le marché de l'énergie. En cause, le contrat négocié par le syndicat départemental de l'énergie pour 130 communes du Rhône est signé en 2022 en pleine explosion des prix de l'énergie. Résultat, des factures d'électricité XXL. C'est le cas également à Fleurieux-sur-l'Arbrelle. 21 000 € pour l'école au lieu de 5 000 l'an dernier. Diogène Batala, le maire, prévient qu'il ne réglera pas la facture. Pour l'instant, nous ne la payons pas, puisqu'on considère qu'elle est disproportionnée et qu'elle est de nature à remettre en cause l'égalité des chances entre les enfants scolarisés sur notre commune et sur l'ensemble du territoire. Vous imaginez 700% d'augmentation. Des élus qui demandent donc une renégociation et un effort de la part d'EDF, entreprise qui dans quelques jours sera détenue à nouveau à 100% par l'État. Saint-Pierre-la-Palue, Jean-Luc Boujon, Europe 1. Voilà, et puis cette affaire du côté de Marseille, une plage flottante qui fait polémique, ça s'appelle Canoë Island. Et la structure provoque la colère des défenseurs de l'environnement. Imaginez une sorte d'île artificielle où l'on pourrait bronzer, manger un morceau et boire un verre. Canoë Island, c'est le nom effectivement de ce projet qui pourrait voir le jour à 600 mètres des côtes. La commission de sécurité a donné son feu vert malgré l'opposition des défenseurs de l'environnement. Stéphane Burgat, le correspondant d'Europe 1 dans la région, est monté à bord. Reportage. Palmiers, transat et restaurants pour 300 personnes, tout d'une plage privée, mais au large. Tour du propriétaire avec le navigateur Marc Odino, concepteur de cette île posée sur un trimaran à moteur. Il fait 41 mètres de long, ce qui n'est pas très grand, parce qu'il y a des yachts de 100, 150 mètres. Par contre, il est très large. Il y a des centaines et des milliers de navires sur la Méditerranée. On est juste un navire de plus, avec probablement la plus faible empreinte carbone, avec 0 rejet. Face aux accusations de pollution et de nuisance, le président de Canoë, Jean-Bernard Falco, défend un projet responsable. C'est pas une boîte de nuit, on fera très attention à cela. On est déjà au large. En quoi il n'est pas écologique? Il est ultra performant en matière énergétique. Il n'y a que 5 bateaux sur la Côte d'Azur qui utilisent 90% de biocarburants. Nous faisons partie de ces 5 bateaux. Argument balayé par les opposants. Maître Éric Lanzarote représente l'association écologiste Silo. C'est du greenwashing. En réalité, c'est une incongruité, une verrue sur la mer. C'est clair qu'on assiste à une sorte de dubaïsation de nos côtes. Et si Canoë Island devait être autorisé, l'avocat brandit la menace d'une action en justice. La Seine-sur-Mer, Stéphane Burgat, Europe 1. Voilà, et avant de prendre le large près de Cannes, cette plage privée flottante doit désormais obtenir le permis de navigation et le permis d'armement. Voilà, vous aurez corrigé, j'avais dit Marseille, non, c'est effectivement juste en face de Cannes, côté de Mandelieu-la Napoule, avec une distance des 2 plages. Merci beaucoup Christophe Lamar. Bonne journée, à tout à l'heure, rendez-vous 8h30. Il est 7h09 sur Europe 1, à suivre l'édito éco. Ah oui, quand on inaugure une usine aujourd'hui en France, qui voit-on plus que le chef d'entreprise? Qui dit quoi mettre dans le panier de courses anti-inflation? Les ministres, bien sûr. Voilà, c'est le grand retour de l'économie administrée. Nicolas Bouzou à 7h20. Et dans un instant, le premier invité d'Europe 1 matin, nous irons constater le manque de main-d'œuvre chez un maraîcher en Alsace.